Donc bonsoir à tous, nous allons démarrer si vous le voulez bien. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Donc, Monsieur Boussimani a quelques minutes de retard, il arrive. Donc, Madame Montbailly, Monsieur De France, Madame Canal, Monsieur Charon, oui, Madame Dubois, Monsieur Guillemet, présent. Madame Fernandez, Monsieur Raffa, Madame Vicente, Madame Bureau est excusée et a donné un pouvoir à Sylvie Vicente. Monsieur Bousteau, Monsieur Gadio a donné un pouvoir à Laetitia Fernandez. Monsieur Mailly, Madame Mercier, Monsieur Vinceau, Monsieur Guincêtre, Madame Mondo, Monsieur Casmi, Monsieur Malol, Madame Saïdi, Madame Konaté est peut-être en retard, on attend encore un petit peu. Madame Edmond, Madame Tuctan, Madame Couturier, Monsieur Cibois, Madame Jubot est absente et a donné un pouvoir à Madame Guermont-Pré. Madame Guermont-Pré est là. Madame Milon est absente, a donné un pouvoir à Monsieur Cibois. Monsieur Massa est présent. Monsieur Pinault est absent, excusé, a donné donc un pouvoir à Monsieur Massa. Et Monsieur Yaou est absent et a donné un pouvoir à Madame Couturier. Bien, il nous faut un secrétaire de séance. Alors, j'ai dans mon champ de vision, je suis désolée, donc Monsieur Guincêtre. Alors, nous avons donc les décisions. Est-ce que ça... Alors, on peut le lire. Il y a d'une part demande de subvention, dotation politique de la ville 2021 pour la construction d'un bâtiment qui est dédié à l'accueil périscolaire de l'école Pierre de Coubertin, mise à disposition à titre gratuit de la salle Louis Blas située avenue Victor Hugo à Mainvilliers au profit de la section du Parti socialiste de Mainvilliers, lève du CAMI, période du 5 juin au 31 décembre. Mise à disposition à titre gratuit d'une salle du foyer-restaurant Marie-Hélène Foucard au profit de l'association T'es pas tout seul à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2021. Mise à disposition à titre gratuit de la salle Esmeralda située avenue Victor Hugo à Mainvilliers au profit de l'association Mainvilliers Scrab, période du 1er juillet au 30 juin 2022. Est-ce que ça apporte des questions de votre part? Non, c'est bon? Alors, nous pouvons passer au point suivant. Donc, le compte-rendu de l'adoption du compte-rendu de la séance du 7 juin 2021, pour ceux qui étaient présents. Donc, c'est adopté, tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, nous entamons les différents projets de délibération avec le premier point, administration générale. Comment ? Et c'est moi qui rapporte. Voilà, donc la délibération 1. Donc il s'agit de la mise à jour de la délégation de compétences qui est accordée au maire sur la base de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc il s'agit là d'une mesure de simplification des procédures administratives
dans l'objectif de pallier aux contraintes de temps, et notamment le temps d'action entre celui de la convocation des séances du conseil municipal. Donc il s'agit de donner par délégation au maire, pour la durée de son mandat, toute ou partie des compétences qui sont énumérées dans le dit article. Donc il vous est demandé de mettre à jour cette délégation en modifiant l'article 15 comme suit. Donc d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues de l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code sur tout immeuble soumis aux droits de préemption urbain applicable aux zones urbaines et urbanisations futures du territoire communal tel que défini au plan local d'urbanisme de la collectivité. Le droit de préemption selon les dispositions prévues à l'article L214-1 et suivant du Code de l'urbanisme sur les fonds artisanaux, les fonds commerciaux et les baux commerciaux dans le périmètre de sauvegarde et selon les modalités définies en annexe de la délibération. Numéro 2021-5-5. Nous pouvons passer au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Qui est pour? Non. Qui est contre? C'est bon pour vous, Sonia? Oui. Merci. Nous passons ensuite à l'enfance-jeunesse. Alors ça, c'est qui rapporte? Parce que j'ai un peu de mal dans mon dossier. C'est Monsieur de France qui rapporte. Merci. Bonsoir. Donc l'objet, c'est le renouvellement de la participation de la ville dans le départ de séjour en vacances à l'Éveil-la-Réole des enfants de Mainvillois. Il s'agit en fait de renouveler une convention que nous avons avec les PEP et qui est signée évidemment par Madame le maire et puis par le président des PEP, c'est-à-dire Joël Derrien, ancien inspecteur ASH de l'éducation nationale que j'ai bien connu. Mais ceci est une parenthèse. Depuis maintenant de nombreuses années, les enfants mainvillois peuvent passer une partie de leurs vacances estivales au sein du centre de vacances La Villa Éole, situé dans le département de la Manche, à Carolles. Ces séjours sont organisés par les PEP 28. Partant du constat partagé entre l'association des PEP et la ville de Mainvilliers que les familles ont besoin d'un accompagnement de proximité quant aux inscriptions au départ en séjour et qu'à ce titre, il est possible pour la ville d'apporter une aide opérationnelle en la matière par l'intermédiaire de sa structure d'accueil de loisirs unique, l'île au Trésor. Considérant la proposition de convention entre la ville de Mainvilliers et des PEP 28, ayant pour objectif de préciser le partenariat qui les lie dans l'accompagnement opérationnel des familles mainvilloises désireuses de faire partir leurs enfants en séjour vacances au titre de l'été 2021. Considérant que la ville de Mainvilliers soutient ces départs en vacances en apportant une aide financière conformément à la délibération prise le 11 mai 2012. Je vous disais en préambule qu'il s'agissait effectivement d'un renouvellement. Il est proposé aujourd'hui de renouveler le soutien financier supplémentaire aux enfants inscrits à la fois à la LSH, l'île aux loisirs, durant au moins 10 jours au cours de l'été 2020 et un séjour à la Villa Éole. Cette aide financière s'élèvera à 4 € par jour et par enfant, afin de favoriser plus fortement le départ en séjour vacances des enfants de la commune et de leur éviter de passer tout l'été uniquement au sein de notre structure d'accueil des loisirs et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe. Parenthèse, évidemment la crise du Covid a impacté les séjours. Il faut aussi savoir qu'il existe un autre dispositif, c'est-à-dire les colos apprenantes, qui sont financés par l'État et à une hauteur significative et qui est plutôt privilégié pour les départs vers la base de la Villa Éole. Voilà. Vous voulez des chiffres peut-être? L'année dernière, il y a 30 enfants de colo apprenantes qui sont partis, dispositif qui est renouvelé par l'État, je tiens à le préciser, et 2 enfants étaient partis dans le cadre, je dirais, ordinaire, c'est-à-dire 32 enfants. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous lire toute la convention qui nous associe et nous lie
avec l'EPEP 28 représenté par Joël Derrien. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Donc nous passons au vote. Qui est pour? Donc unanimité. Merci à vous. Donc nous passons maintenant à la politique de la ville avec 2 points. Donc dotation solidarité urbaine avec le rapport annuel 2020. Monsieur Boussimani. Bonsoir à toutes et à tous. Délibération donc, numéro 3 qui concerne la DSU, la dotation solidarité européenne. Il s'agit d'un rapport annuel, comme tous les ans. La DSU, alors, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Les bénéficiaires de cette dotation, les trois premiers quarts des communes de plus de 10 000 habitants et plus, classées chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges définies, mais aussi le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classés chaque année, toujours en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges définies. En ce qui nous concerne, pour les communes de plus de 10 000 habitants, on est dans ce cas de figure, l'indice synthétique est constitué, premièrement, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune. Deuxièmement, du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires d'aide au logement, y compris leurs conjoints et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dont le nombre total de logements de la commune de cette même proportion constaté dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus. Troisièmement, du rapport entre la part des logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus. Enfin, du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus, le revenu par habitant de la commune. Ainsi, au titre de l'année 2020, et dans le respect de la loi instituant la dotation de solidarité urbaine et de la cohésion sociale, la ville de Mainvilliers a perçu 1 897 186 €. Le contrat de vie définit de manière stratégique le projet urbain et social que les partenaires locaux s'engagent à mettre en œuvre sur la base d'un appel à projet, afin de réduire les écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur environnement, leur intégration dans le fonctionnement de la ville ainsi que l'amélioration de la vie quotidienne. Ainsi, 8 partenaires ont accompagné la ville dans cette dynamique au titre de l'année 2020, le Centre social Jules Verne, la Régie Quartier Reconstruire Ensemble, la DSEA, le CRIA 28, l'Association Fonds d'Afrique et d'ailleurs, l'association LMPTTA, l'association CSM Football et Récréa. 22 projets en incluant ceux de la ville et du Centre communal d'action sociale de Mainvilliers ont été menés au titre de l'année 2020. Certains se termineront en 2021 en raison de la crise sanitaire. Il est à noter que nos partenaires ont été accompagnés financièrement dans leurs actions et en complément de l'aide de l'État par divers partenaires comme la CAF, l'Agence régionale de santé, l'ASP, les emplois aidés, l'agglomération, Chartres Métropole, pour les projets à rayonnement intercommunal, voire par des aides privées, bien entendu, la ville de Mainvilliers. En 2020, le Conseil citoyen de Mainvilliers, composé de 13 membres, s'est réuni 2 fois et a participé à une réunion avec le Conseil citoyen de Chartres et l'UC. La crise sanitaire liée au Covid-19 ne lui a pas donné l'opportunité de se réunir davantage. Sa présidente a quant à elle participé à plusieurs réunions de travail du comité technique en rue et a aussi participé à diverses visioconférences avec des partenaires tels que BGE, Ville Carré ou l'École de renouvellement urbain. Malgré le contexte sanitaire, le Conseil citoyen a participé à la démarche Mémoire de quartier et s'était par ailleurs fortement impliqué dans la mise en œuvre de l'événement envisagé, la fête de la banane, qui aurait dû se dérouler en septembre dernier. En ce qui concerne le projet de renouvellement urbain, la convention en rue a été signée le 11 mai 2020.
Une demande d'évolution du projet Henri a été transmise au service de l'État en novembre 2020, consécutivement à une visite sur le site de Madame la préfète en septembre 2020. Cette même année a été également, en ce qui concerne le projet Henri, une année de relogement des habitants de la barre dite la Banane, de reconstitution de logements locatifs rue du 14 juillet, Boisville, etc., mais aussi une année de poursuite d'études diverses, comme celle relative à la construction des équipements publics. 112 enfants bénéficient d'un accompagnement ponctuel, régulier ou rapproché des programmes de réussite éducative, volet éducation du contrat de ville. Des actions diverses, comme vient remplir tout cahier de vacances, oui, ou de stages de préparation à la rentrée scolaire, ont permis d'apporter un soutien éducatif complémentaire à ces enfants par l'intermédiaire de partenariats divers. Vous avez là des tableaux qui relatent un petit peu les actions qui sont intégrées. Alors, en termes de fonctionnement, politique de la ville, le poids du chef de projet représente 40%, ce qui est numérairement représente 92 527,64. Vous avez la partie subvention, la partie prestation, et puis par thématique, la vie sociale, l'enfance-jeunesse, l'insertion par l'économie, la prévention de la délinquance, l'administration générale, puis vous avez le total qui représente donc 780 429,75 centimes, avec une répartition bien entendu entre le fonctionnement, la subvention et puis la prestation. D'autre part, nous avons aussi les actions indiquées ci-après sont réparties à hauteur de 20%, représentant le nombre d'habitants du quartier urbain politique de la ville par rapport à la population. Vous avez donc la population de la ville, de la politique de la ville, la prévention de la délinquance et attentats, vie sociale, éducation jeunesse, enfance jeunesse, culture, loisirs, sport, aide sociale, portée par la ville et aide sociale portée par le centre communal d'action sociale. Et vous avez également le total relatif au fonctionnement qui est de 800 323 euros et relatif à l'investissement qui est de 378 428,79 euros. Il est proposé aux membres du Conseil de prendre acte du rapport annuel 2020 sur la dotation de solidarité urbaine. Merci. Donc effectivement, un rapport détaillé et assez complet. Donc nous n'avons simplement qu'à prendre acte. Je ne sais pas s'il y a malgré tout des questions sur ce sujet, non? Je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant, Aziz. Donc c'est toujours pour toi. Le NPNRU, avec le bilan intermédiaire. Oui. Il s'agit effectivement du bilan intermédiaire relatif à la conception engagée depuis 2007. Depuis 2015, le quartier Talmont-Bretagne bénéficie du nouveau programme de renouvellement urbain, reconnu d'intérêt régional, malgré l'ampleur et la voisine, en fait, les derniers qui sont plutôt d'intérêt national. Donc depuis 2015, ce programme prévoit une amélioration du cadre de vie des habitants grâce à des interventions sur le bâti, sur les équipements et sur les espaces verts. Le 13 novembre 2015, la ville présentait lors d'une réunion publique ouverte à tous les habitants, une synthèse de l'étude sociale et urbaine menée par Urbicus. Cette réunion de lancement a permis de présenter les grandes orientations du projet de mutation urbanistique porté par la ville de Mainvilliers sur la base d'un diagnostic social urbain et économique partagé. Conformément aux obligations du RGA, Règlement général de l'ONRU, la ville a lancé une phase d'étude de projet sur la base du diagnostic partagé, présenté le 13 novembre 2015 dans le cadre de cette première phase de construction du projet. La ville a été accompagnée par le cabinet Urbicus et l'agence Technicité. Après plusieurs séances de travail avec les services de l'État, l'ONRU, Action Logement, Chartres Métropole, Habitat Aurélien,
la région Centre-Val de Loire, les prestataires, cabinets d'architectes, études urbaines. Le protocole de préfiguration du projet a été validé par toutes les instances en 2017. Les grandes lignes du projet ont été présentées dans le journal municipal numéro 97, publié en octobre 2017. Conformément aux orientations de l'ONU et de la ville, la concertation autour du projet s'est déroulée comme suit. 3 diagnostics en marchant, ce qu'on appelle les balades urbaines. Le jeudi 4 octobre 2017, diagnostic en marchant, 40 personnes ont participé. Samedi 27 mars 2021, balade urbaine, secteur Palmont, 24 participants. Samedi 10 avril 2021, balade urbaine, secteur centre-ville, 21 personnes ont participé à cette balade urbaine. Ensuite, 2 réunions publiques. Samedi 23 juin 2018, restitution de cette première phase de concertation. Et puis une seconde, vendredi 7 décembre 2018, qui concernait au fait à l'ordre du jour c'était à l'occasion de cette réunion, il y a eu une présentation du plan guide. Cet atelier participatif et l'ouverture de la maison des projets comme espace d'information et d'échange. Lundi 27 novembre, atelier participatif 2017, atelier participatif secteur Palmont, 45 participants. Mercredi 20 décembre 2017, atelier participatif, mais cette fois secteur Bretagne, 22 participants. Mercredi 17 janvier 2018, atelier participatif secteur centre-ville, 32 participants. 17 janvier de la même année, donc le jour même, atelier pédagogique avec les jeunes du CSE, 12 participants. Mardi 4 décembre 2018, workshop, concertation et mémoire de quartier, 20 participants. Lundi 22 octobre 2018, atelier participatif, secteur Les 4 Tours, 50 participants. Mardi 8 janvier 2019, workshop, concertation et mémoire de quartier, 20 participants. Suite à la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain le 11 mai 2020 avec l'ensemble des partenaires, la ville poursuit la co-construction des projets avec les habitantes et les habitants. La ville est depuis le 21 juillet 2020 accompagnée par le cabinet Urbis et l'agence Très Clair pour poursuivre cette démarche. Les besoins et ressentis des habitants, mais également leurs attentes, ont été recensés par l'intermédiaire d'ateliers participatifs et de rencontres. La maison des projets a été inaugurée le 8 mars 2021. On peut y trouver à disposition du public une maquette du projet réalisée à partir du plan guide qui a été présenté lors d'une réunion publique, ainsi que dans le journal municipal numéro 106. Une exposition avec diverses informations relatives au NPNRU qui évolueront au fur et à mesure, naturellement, que le projet de renouvellement urbain avancera. On peut y trouver également un récapitulatif de toute la démarche de concertation municipaux, phase d'élaboration historique du projet, grandes orientations. La ville communique régulièrement sur cette démarche de concertation via des différents canaux comme le site internet de la ville, rubrique mutation urbanistique, la revue municipale, Mobilier le MAG, et la lettre de Michel Pontou, votre maire. L'année 2019 a marqué quant à elle le démarrage de l'action Mémoire de quartier qui consiste à regrouper des archives de la banane et de retracer son histoire à travers un film qui sera présenté aux habitants avant la fin de l'année 2021. Conformément à l'article L103.2 du Code de l'urbanisme, et fort de la volonté d'associer une nouvelle fois tous les habitantes et les habitants à l'évolution du projet, la ville lancera une nouvelle concertation avec les modalités suivantes. Une phase de concertation se déroulera le mardi 1er septembre 2021 au lundi 30 septembre 2021. Elle consistera dans la mise à disposition d'un dossier synthétique de présentation du projet, d'un dossier de consultation retraçant la concertation depuis 2017,
d'un registre destiné à recueillir les observations éventuelles formulées par les habitants, les associations locales et toute autre personne intéressée en mairie de Mainvilliers et à la maison des projets. Le dossier sera également consultable sur le site internet de la ville de Mainvilliers. La mise à disposition du dossier sera annoncée sur le site internet de la ville et par voie de presse. Le dossier de concertation comprendra la présente délibération, les enjeux du projet, le périmètre du projet, un plan de situation, le bilan de la première phase de concertation, le calendrier prévisionnel du projet. La fin de cette concertation sera annoncée selon la même procédure. Un avis administratif sera inséré dans le journal municipal Mainvilliers le MAC et affiché à la mairie de Mainvilliers. Il sera par ailleurs rendu compte du bilan de cette concertation par délibération du conseil municipal. Parallèlement, la ville de Mainvilliers poursuit la démarche de concertation avec les habitants. L'objectif est d'une part d'affiner progressivement ce projet de renouvellement urbain, mais également de poursuivre les travaux de concertation en proposant différents ateliers participatifs sur les thématiques suivantes: cadre de vie et espace public, développement durable, sûreté urbaine et sécurité publique, commerce et déplacement. La maison des projets reste accessible aux habitants pour échanger autour de ce projet. Il vous est donc proposé d'adopter le bilan intermédiaire de la démarche de concertation relative au projet de renouvellement urbain. Merci. Donc, là encore, je pense à un bilan qui a été quand même relativement détaillé. Donc, si vous en êtes d'accord, à moins qu'il y ait des questions, nous pouvons peut-être passer au vote. Donc, qui est pour? Unanimité. Merci à vous. Merci Adèle. Donc, nous passons maintenant au point ressources humaines. Donc, plusieurs points. Donc, la délibération 5. Donc, il s'agit là de l'accroissement temporaire d'activité avec le recrutement d'un agent contractuel au service communication. Donc, comme vous le savez, les collectivités peuvent recruter par contrat des agents qui sont contractuels de droit public pour exercer des fonctions qui correspondent à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 ans et de 12 mois qui peut aller jusqu'à 18 mois consécutifs. Donc, en attente de recrutement du chef de service communication et de l'absence d'un agent placé en disponibilité, donc il y a lieu de créer un poste pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, donc d'une durée d'1 an à compter du 22 juin 2021. Donc, la rémunération de cet agent recruté sur ce poste non permanent et assurant la fonction d'assistant de service communication sera fixée sur la base de l'échelle C1 et sera fonction de la technicité requise par le poste et des compétences de l'agent recruté. Il pourra bénéficier par ailleurs du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. Donc, il vous est proposé de créer un emploi non permanent à compter du 22 juin 2021 pour une durée d'1 an sur le grade d'adjoint administratif territorial relevant de la catégorie C à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. De m'autoriser à recruter un agent contractuel sur cet emploi dans les conditions susvisées et à signer le contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite des dispositions des articles qui ont été donnés. De fixer la rémunération de l'agent recruté sur ce poste non permanent sur la base de l'échelle C1 en fonction de la technicité requise pour le poste et des compétences de l'agent qui sont recrutés du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y rapportant sont bien évidemment inscrites au budget 2021. Bon, j'en profite pour faire un petit point par rapport au recrutement du chef de service communication. Donc, c'est en cours. Donc, nous avons fait une première sélection, enfin, Aziz Bouslimani entre autres et les services, donc qui n'a pas malheureusement donné effet. Donc, nous avons à nouveau une date de programmer là, le 24 juin, avec à nouveau un certain nombre de candidats. Voilà. Nous pouvons passer au vote. Alors, qui est pour? Unanimité, merci à vous.
Nous passons à la délibération 6, la création de postes pour les avancements de grade et les recrutements. Donc, comme vous le savez, il appartient au conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet qui sont nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité territoriale à recruter. Donc, considérant qu'en raison des avancements de grade de certains agents, il est proposé de créer, à compter du 1er juillet 2021, les emplois permanents ci-dessous. Donc, vous avez la liste. Donc, et bien évidemment, après l'avancement de grade des agents qui seront concernés, les anciens postes de ces agents seront supprimés sous réserve de l'avis favorable du comité technique. Donc, ça, rien de nouveau, c'est assez récurrent comme démarche. Donc, vu le recrutement d'un adjoint au chef de police de la police municipale et dans le cadre d'emploi de brigadier chef principal, il est proposé la création de postes suivants. Donc, un agent de police municipale sur le grade de brigadier chef et sur un temps plein. Donc, il vous est proposé de créer les emplois suivants pour les avancements de grade. Filière culturelle, un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet. Filière technique, 5 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Filière médico-sociale, un poste d'ATSEM de première classe à temps complet et d'ouvrir un poste de brigadier chef principal à temps plein pour le recrutement d'un adjoint au chef de service de la police municipale. Nous pouvons passer au vote. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, nous passons à la délibération 7. Donc, dispositif un jeune, une solution. Donc, le plan Un jeune, une solution lancé à l'été 2020 dans le cadre du plan de relance du gouvernement vise à offrir une solution à chaque jeune avec plus de 9 milliards d'euros investis. Donc, il mobilise un ensemble de leviers, aide à l'embauche, formation, accompagnement, aide financière aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à toutes les situations. L'objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route. Donc, pour les collectivités territoriales, ce plan se décline en aide à l'embauche d'un jeune en parcours d'emploi compétences, PEC jeunes. Donc, les PEC se déroulent dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée déterminée pour une durée de 6 à 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois sous certaines conditions, ou à durée indéterminée avec un minimum de 20 heures de travail hebdomadaire et la rémunération de base est le SMIC horaire. La collectivité peut prétendre à une aide mensuelle à l'insertion professionnelle d'un montant de 80% du SMIC horaire brut pour les résidents des quartiers prioritaires de la ville et zones de revitalisation rurale, 65% pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap jusqu'à 30 ans, 30 à 60% pour les autres publics. Elle sera également exonérée des cotisations patronales dans la limite du SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues au titre de l'effort de construction, des indemnités de fin de contrat pour un CDD. Donc, considérant que ce dispositif répond aux besoins des jeunes Mainvillois et Mainvilloises, il est donc proposé de m'autoriser à signer les conventions relatives à ce dispositif avec les organismes le proposant. Donc, pour nous, au niveau de notre ville, il s'agit donc d'un emploi à 20 heures par semaine et un coût mensuel pour la ville à 500 €. Donc, notamment utile pour le périscolaire au service éducation, et notamment avec pour objectif une mise en place des mensualisations des factures pour les familles. Nous pouvons passer au vote. Monsieur Cibois. Oui, pardon, excusez-moi, je n'étais pas à la plénière, donc je n'ai pas pu participer aux travaux préparatoires. Ça, c'est un très très bon dispositif, donc évidemment que nous sommes favorables. Mais le nombre de jeunes qui vont pouvoir en bénéficier de Mainvilliers, c'est combien? Alors, pour l'instant, c'est ce que nous avons expliqué en plénière. Nous partons sur un poste. Donc, un seul? Pour l'instant, un seul. Pour effectivement voir déjà le dispositif, s'il y a des difficultés particulières, mais après, bien évidemment, en fonction des besoins et des services qui pourraient nous faire savoir la nécessité de ce type d'emploi, nous verrons bien évidemment et nous reposerons la question et nous validerons peut-être d'autres emplois de ce type. D'accord, parce que c'est un très bon dispositif pour mettre le pied à l'étrier, c'est parfait. Voilà, comme ce qui a été l'objectif même de ce dispositif. Donc nous pouvons passer au vote. Donc qui est pour? Donc unanimité. Merci à vous. Donc nous passons ensuite au point la délibération 8.
sur la création. Merci. Donc, création d'un emploi de directeur de cabinet. Donc, alors, il y a plusieurs... l'article 10 du décret impose que l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet du maire est fixé à une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants, ce qui est le cas sur la ville de Mainvilliers. Donc, considérant la nécessité de préciser la rémunération du directeur, et conformément à l'article 7 du décret 87-1004 précité, les emplois de collaborateurs de cabinet ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une part d'un traitement indiciaire supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, occupé par le fonctionnaire en activité à ce jour, ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité, et d'autre part d'un régime indemnitaire supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessous. En cas de vacances dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu, le directeur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément au dispositif qui précède. Considérant la nécessité de préciser la rémunération, il est proposé aux membres du conseil municipal alors d'abroger la délibération 2017-914 du 27 septembre 2017 relative à la création d'un emploi de collaborateur de cabinet, de créer un emploi de directeur de cabinet, de dire que la rémunération et les régimes indemnitaires seront établis en référence à la rémunération et au régime indemnitaire du poste de directeur général des services, selon la grille des emplois de directeur général des services des communes de 10 à 20 000 habitants, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Alors là, il s'agit simplement, effectivement, on avait précédemment, lors du premier recrutement de collaborateurs, en fait, on s'est aperçu que la référence était faite au régime indemnitaire des attachés et non pas le salaire de la DGS. Donc, en fait, les services de l'État nous ont demandé de nous mettre en conformité, d'où cette délibération. Je me trompe. C'est parfaitement ça. Donc voilà. Nous pouvons passer au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Merci. À vous. Donc ensuite, nous passons à la délibération 9. Donc la création de postes permanents sur le temps périscolaire. Et c'est M. Defrance qui rapporte. Délibération donc numéro 9, création de postes permanents sur le temps périscolaire. Vu la délibération numéro 2020, mars, de la séance du Conseil municipal du 2 mars 2020, approuvant le tableau des emplois permanents de la collectivité pour l'année 2020. Considérant qu'il appartient au Conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant de quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité territoriale à recruter. Considérant les nouvelles modalités d'organisation du temps périscolaire, je ne vous apprends rien, pour les enfants d'élémentaire et de maternelle, ainsi que la volonté de la ville, d'une part, de tendre vers un encadrement d'un animateur pour 10 enfants en maternelle et d'un animateur pour 14 enfants en élémentaire. Considérant que la projection des inscriptions 2021 et 2022, nous sommes en train de récupérer l'ensemble des documents et des dossiers, donc effectivement les inscriptions pour l'instant sont encore incertaines, qu'il est nécessaire de faire évoluer les postes vers un nombre d'heures plus important dès que cela est possible, dans l'intérêt des personnels, que les postes ainsi répartis favoriseront une stabilité des horaires et diminueront les heures complémentaires sur la période scolaire pour les agents. Ça veut dire qu'en fait, on va donner plus d'heures aux agents. Tous les agents qui sont déjà en poste, puisque ce sont des emplois contractuels qui vont du 6 juillet au 6 juillet. Donc,
il y aura des rémunérations supplémentaires pour les agents qui sont déjà avec nous et qui travaillent déjà avec nous. Donc on va modifier au fond leur rémunération, donc il est de notre obligation de revoir leur contrat. Considérant qu'il est nécessaire de s'adapter chaque année aux effectifs d'enfants inscrits sur chacun des différents créneaux des temps périscolaires, il est nécessaire de créer les emplois permanents à temps non complet comme suit. Alors vous avez la filière administrative, ce sont des postes qui correspondent à des postes d'enseignants, c'est ceux qui encadrent les aides aux leçons. Vous avez la filière animation, plus classique, animateur. Et puis, il y a un poste particulier, celui qui est tout en bas, c'est un animateur, mais qui est, lui, titulaire, qui est en CDI, et son contrat passe à 31 heures par semaine, sur une base de 35, bien évidemment. Vous avez la filière culturelle, c'est une assistante qui vient partager ses compétences avec nos enfants, et qui est spécialisée plutôt dans les arts plastiques, la poterie, ou des activités de ce niveau-là. Alors, vous avez les chiffres. 2,77, 2,77, 14,78, ça veut dire que les postes sont annualisés. C'est pour ça qu'il y a des virgules. C'est une annualisation pour le paiement mensuel de ces personnels. Donc, voilà en gros la signification de ce tableau. Je pense avoir été le plus précis possible et le plus clair possible. Peut-être un point... nous avons une réflexion sur ces postes, sur ces horaires supplémentaires, donc il y aura plus de possibilités d'intervention. La partie, comment dirais-je, le 11h30, 1h30 pose un peu problème. C'est long, il faut probablement qu'on prévoie du temps, des clubs, une animation dans ces temps-là, puisque la pause méridienne est à 2h, et 2h, si vous enlevez le temps du repas, le temps de l'attente, puisqu'il y en a aussi, il serait bon qu'on puisse aussi faire des propositions dans ce temps-là, pendant le temps scolaire. Et là, on n'est plus dans le péri. Mais il faut des animateurs pour ça. Voilà. Merci. Avez-vous des questions? Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci à vous. Donc nous passons maintenant au sport. Denise, oui. Pour le rapport 10. Donc il s'agit d'une convention entre la ville de Mavilliers et le CSM Football pour l'utilisation et le stockage d'un but mobile, propriété de l'association. Donc afin d'enrichir ces situations d'entraînement et plus particulièrement celles menées sur le terrain de football synthétique du stade marocain, le club sportif Mavilliers Football s'est porté acquéreur d'un but mobile. Au vu de la dangerosité potentielle d'un tel équipement, s'il n'est pas utilisé conformément à la réglementation en vigueur, il apparaît nécessaire d'encadrer son utilisation et son stockage par le CSM Football sur le domaine public par l'intermédiaire d'une convention spécifique jointe en annexe. La présente délibération a donc pour objet d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention relative au stockage et à utiliser d'un but mobile et à l'utilisation d'un but mobile appartenant à l'association Club sportif Mavilliers Football sur le terrain de football synthétique du stade Bernard Marocain. Alors là, c'est joint en annexe la convention. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut faire une convention pour le stockage et l'utilisation du but. Il y a donc tous les articles concernant l'autorisation de stockage, la maintenance et l'utilisation du but mobile, l'article aussi comme obligation de rangement immédiat du but mobile après utilisation, article 4, la responsabilité, article 5, les assurances, article 6, contrôle de la ville en ce qui concerne le rangement et l'utilisation. Article 7, la durée de la convention. Article 8, la fin éventuelle anticipée de la convention. Et article 9, le règlement des litiges. Comme toute convention, il y a tous les articles. Et voilà, donc il vous est demandé d'autoriser Madame Bontou à signer cette convention entre la ville et le CSM Football. Merci Denise. Nous pouvons passer au vote. Donc qui est pour?
Unanimité. Merci à vous. Donc la délibération 11 de Nice, toujours. Oui, toujours pour le mois, oui. Donc là, il s'agit, comme tous les ans à cette époque, des tarifs de location des installations sportives. Donc, considérant que pour l'usage des équipements sportifs communaux au profit du conseil départemental et plus particulièrement en direction du collège Jean Massé, des tarifs sont conclus avec cette collectivité, qu'afin de ne pas créer de différence entre cet utilisateur et les autres usagers, il convient d'aligner les tarifs pratiqués, ce qui induit une constante tarifaire. Considérant les différents coûts supportés par la collectivité pour l'entretien des installations sportives, il est proposé pour ceci une augmentation des tarifs de 2%. Alors, tous les ans, il y a des calculs de fait, il y a des augmentations en fonction du coût de la vie et des coûts de fonctionnement. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la fixation des tarifs d'utilisation des équipements communaux, il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2020-07-13 de la séance du 17 juillet 2020 portant adoption des modifications tarifaires des locations des installations sportives et de fixer de nouveaux tarifs et les modalités de location des installations sportives comme suit. Donc vous avez ensuite le tableau qui reprend suivant les utilisateurs, que ce soit association mavilloise ou autres, non mavilloises, et les utilisateurs privés, etc., tous les utilisateurs. Les installations sportives sont nommées, que ce soit le boulodrome ou les salles de sport ou les stades, et les périodes concernées, et c'est à l'heure ou à la journée suivant l'installation. Ensuite, vous avez les tarifs, ceux de l'année dernière, et les tarifs proposés à partir du mois de septembre, qui sont indiqués. Voilà. Alors, il y a eu une augmentation de 2% de pratiqués sur les tarifs de l'année dernière. Alors, bien sûr, on précise que s'il y a des dégradations constatées, elles feront l'objet d'une facturation spécifique correspondant au montant des réparations. Qu'un nouveau tarif a été créé pour le terrain du boulodrome en 2017. Ce tarif permet l'utilisation de 60 heures de crédit avec une possibilité de répartition sur une année civile. Alors, sont considérées comme associations mavilloises des associations ayant signé une convention de partenariat avec la collectivité. Voilà. Donc, voilà l'ensemble de la délibération. Il vous est demandé d'accepter ces augmentations de tarifs pour l'année sportive, parce que ça commence au mois de septembre jusqu'au mois de juin l'année prochaine, même juillet et août, puisque c'est du 1er septembre au 31 août. Voilà. Bon. Merci. Des questions? Non? Pas de questions? Donc, passons au vote. Qui est pour? Merci. Unanimité. Donc, nous en avons terminé avec le sport. Nous passons aux délibérations de l'urbanisme. Avec la délibération 12. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération concerne le compte-rendu annuel à la collectivité et l'arrêt des comptes au 31 décembre 2020 remis par la SAEDEL pour la ZEC Boisville. La note de conjoncture, le bilan prévisionnel actualisé, le plan de trésorerie prévisionnelle et le tableau des acquisitions et cessions immobilières joints à cette délibération précise que les phases d'acquisition et d'études sont terminées, que la rétrocession des espaces publics est prévue pour 2021, que les aménagements des différentes rues, Rosa Bonheur, du Verger, de Boisville, sont ouvertes à la circulation publique, avec un différé sur les abords des immeubles E et F. Le montant des travaux réalisés s'élève à 2 640 777 et 85 centimes. Que les différents lots B, C, D, E, F ont été commercialisés et que l'exercice a permis la vente de 4 maisons groupées ainsi que le lot A. Que l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole a été entièrement remboursé fin 2017, ainsi que la vente de trésorerie de 400 000 € versés par la commune pour la cession des lots E et F. Que le bilan de cette opération fait apparaître un solde positif de 338 733 € hors taxes pour l'année 2020.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte-rendu d'activité et l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020 de la SADEL pour la ZAC de Boisville. Merci. Donc effectivement, vous aviez la note, le compte rendu, vous avez peut-être pu prendre connaissance si ça vous intéresse. Je vous propose de passer peut-être au vote. Donc qui est pour? Donc unanimité. Merci. Donc le dernier point, la délibération 13. Romain, c'est toujours pour toi. Suite à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat mis en place en avril 2016 pour une durée de 5 ans par Chartres Métropole pour l'ensemble de son territoire, à la signature d'une convention Action Cœur de Ville, opération de revitalisation du territoire, signée en décembre 2019, avec un fort volet d'intervention sur l'amélioration de l'habitat. Une étude d'évaluation préopérationnelle a commencé en octobre 2020 pour les communes de l'ERT, Chartres, Lucé et Mainvilliers. Il est proposé la réhabilitation de 440 logements, dont 360 logements de copropriétaires occupants et 80 logements locatifs conventionnés, ainsi que l'intervention sur 13 copropriétés. L'ANA va verser 5 298 000 € de subventions et Chartres Métropole 1 152 200 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Chartres, Lucé et Mainvilliers 2021-2026, définissant les priorités, les objectifs quantitatifs par type de projet de rénovation et les enveloppes affectées de l'ANA et de Chartres Métropole, ainsi que les engagements des partenaires de l'OPA. D'autoriser Madame le maire à procéder à la mise à disposition du public du texte de ladite convention pendant 1 mois, en application de l'article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation. D'autoriser Madame le maire à co-signer la convention de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Chartres, Lucé, Mainvilliers 2021-2026, conjointement avec l'État, l'Agence nationale de l'habitat, Action Logement, la Banque des territoires, la Caisse d'allocation familiale d'Eure-et-Loir, la communauté d'agglomération Chartres Métropole et les villes de Chartres et Lucé. D'autoriser Madame le maire à signer tout autre document se rapportant à ce sujet. Merci. Il y a encore quelque chose que l'on suit un petit peu, on n'est pas de ce soir, donc on va passer au vote. Donc qui est pour? Je vous remercie. Donc nous en avons terminé. Donc, alors il y a 2 choses. Je voulais d'abord remercier le public, même s'il n'est pas très nombreux, mais c'est quand même au nombre de 2, parce que c'est vrai que ça nous a dit bien de voir qu'on est passé dans une autre phase par rapport à la situation sanitaire. Remercier aussi, c'est le moment Christophe de France pour tout le travail qu'il a effectué sur la semaine de 4 jours, toute la clarification qui s'y est rapportée sur l'organisation, notamment au niveau du personnel. Alors bien sûr, il n'était pas seul, j'associe à lui les services, mais en tout cas, ça a été intense depuis plusieurs mois. Et puis, vous rappelez que ce week-end, c'est quand même un week-end important. Donc, il y a d'abord, effectivement, la Saint-Hilaire pour nous, sur notre commune, sur 3 jours, avec vendredi soir la course cycliste. Et puis, après, vous avez le programme dans votre petite pochette, vraiment des programmations intéressantes pour les familles. En espérant que le temps nous permette d'y aller faire un tour ou d'y assister en fonction de nos envies. Et puis bien sûr les élections. Donc en tout cas, merci à tous et bonne soirée.